Bonjour, chers amis. Je m'appelle Étienne. J'ai grandi dans le quartier de Montmartre, à Paris, au milieu des ruelles étroites, à l'ombre des vieux immeubles en pierre. À 21 ans, j'ai vécu l'aventure la plus étrange et terrifiante de ma vie. En racontant cette histoire, je vais essayer de rester calme, car j'en ai encore des frissons rien que d'y penser. J'étais accompagné de 2 amis, Marcel et Lucien. Tous les 3, nous étions inséparables depuis l'enfance. Nous passions souvent du temps au bord de la Seine, près du Pont Neuf. Cette nuit-là était une soirée comme les autres. Les feuilles d'automne flottaient sur l'eau. L'air était frais. Nous avions acheté des croissants et du café dans une pâtisserie et nous étions installés sur l'un des bancs en pierre au bord du fleuve. Minuit approchait, l'ambiance était devenue silencieuse. Nos appartements à Montmartre étaient proches, alors nous nous apprêtions à rentrer, mais à cet instant, tout a basculé. Le téléphone de Marcel a glissé de sa main et est tombé au-delà des rambardes en pierre, en contrebas, parmi les rochers couverts de mousse. « Merde !» a-t-il marmonné, agacé. Lucien et moi avons allumé les lampes de nos téléphones pour éclairer en bas. Dans l'obscurité, il était difficile de voir quoi que ce soit, mais les yeux de Marcel brillaient et d'excitation. « Je vais descendre par là, je le récupère », a-t-il dit en pointant une fissure étroite. « T'es fou, on appelle les pompiers », ai-je répondu immédiatement. Lucien m'a soutenu. « Étienne a raison, on ne va pas descendre dans ce noir à cette heure-ci. » Mais Marcel était têtu. « Quoi, déranger les pompiers en pleine nuit? Je gère ça en 2 minutes. » Marcel était petit, maigre, agile. À Montmartre, dans les escaliers étroits, on le surnommait le chat des rues. Il pensait pouvoir se faufiler dans cette crevasse. Malgré nos protestations, il n'a pas écouté. « Laissez-moi faire, je vais y arriver », a-t-il dit avant de se glisser dans l'espace étroit entre les pierres. Il s'est contorsionné, a bataillé, mais a fini par descendre. « Tu l'as trouvé ?» avons-nous crié avec Lucien. Silence. Nous avons appelé encore. « Marcel, t'es là ?» Toujours rien. L'inquiétude montait. « Il s'est passé quelque chose », a chuchoté Lucien. Alors que nous commencions à paniquer, la voix de Marcel a résonné. « Je l'ai, je l'ai !» Il remontait, essoufflé, brandissant son téléphone. Mais quand Marcel est réapparu, quelque chose clochait. Lui, d'habitude si joyeux et blagueur, était silencieux. Ses yeux semblaient absents, comme s'il était ailleurs. « Qu'est-ce qui t'arrive ? T'as cogné ta tête ou quoi ?» a plaisanté Lucien, mais Marcel a juste murmuré « Rien, ça va, je rentre. » Il est parti précipitamment, et Lucien et moi sommes rentrés chez nous. Il était environ 3 heures du matin. Dans mon petit appartement de Montmartre, je jouais à des jeux vidéo tout en traînant sur mon téléphone. Marcel n'avait toujours pas rejoint la partie, ce qui était inhabituel pour lui. Alors que j'allais me coucher, mon téléphone a sonné. C'était Marcel. « Tienne, faut que je te parle. C'est important, » a-t-il dit d'une voix tremblante. « Vas-y, dis-moi. »« Non, pas au téléphone. Tu peux descendre? J'arrive. »« Qu'est-ce qui se passe à cette heure-ci » ai-je demandé, mais il a juste répondu « Descends, je t'explique. » Et il a raccroché. 10 minutes plus tard, j'étais en bas. Marcel est arrivé, le visage blême. « Alors, raconte » ai-je dit. Il a pris une grande inspiration. Quand je suis descendu chercher mon téléphone, j'ai vu une porte. « Une porte? Quelle porte ?» ai-je demandé, perplexe. Une porte carrée, en pierre, avec des inscriptions anciennes, du latin peut-être. Ça pourrait être une tombe, je sais pas.
C'est étroit. Mais toi et moi, on peut y entrer. Lucien, lui, ne passera pas, c'est sûr. Je l'ai regardé, abasourdi. T'es sérieux? Tu te fous de moi? Marcel s'est énervé. Tu crois que je viendrai te réveiller en pleine nuit pour une blague? Viens, je te montre. J'étais confus, mais la curiosité l'a emporté. Ok, on y va, ai-je dit. Nous sommes retournés au bord de la Seine, dans ce coin discret où les touristes ne viennent pas, mais où les jeunes du coin traînent. Dans le silence de la nuit, on n'entendait que le clapotis de l'eau. Marcel m'a montré la crevasse entre les pierres. Tu passes par là. J'ai regardé. C'était étroit, mais je pouvais me faufiler. En m'accrochant au rocher couvert de mousse, je suis descendu en me contorsionnant. Marcel ouvrait la voie, éclairant le chemin avec sa lampe. Enfin, nous sommes arrivés devant une dalle en pierre. Elle portait effectivement des inscriptions anciennes, peut-être romaines, peut-être byzantines. La dalle était fissurée sur le côté, laissant juste assez d'espace pour y glisser les doigts. Nous avons essayé de tirer plusieurs fois, mais la dalle ne bougeait pas. Ça va pas marcher comme ça, ai-je dit en sueur. On reviendra de jour avec un pied de biche. Marcel a acquiescé. D'accord, mais il y a quelque chose derrière cette porte, je le sens. Les bras égratignés, épuisés, nous sommes remontés. En rentrant, ma mère a vu les éraflures sur mes bras. « Étienne, c'est quoi ce bazar ?» a-t-elle dit, inquiète. « Maman, t'en fais pas. Je me suis accroché au rocher, près du fleuve, » ai-je répondu pour la rassurer. Comme d'habitude, elle a soupiré. « Fais attention, mon chéri. » et est partie à la cuisine. Le lendemain, à midi, j'ai retrouvé Marcel et Lucien. Marcel avait toujours cet éclat étrange dans les yeux. « On va ouvrir cette porte », a-t-il dit, déterminé. Lucien, trop corpulent pour descendre, a proposé « Je reste en haut, je fais le guet ». Nous avons fait un plan. Le week-end, les bords de Seine sont bondés. Alors nous avons décidé d'attendre dimanche soir. Nous avons acheté un pied de biche, une corde et quelques outils dans une quincaillerie. Dimanche soir, vers 1h30, quand tout était calme, nous sommes passés à l'action. Nous sommes descendus dans la crevasse. Le pied de biche s'est parfaitement inséré dans la fissure de la dalle. Avec Marcel, nous avons enroulé les cordes autour de nos bras et tiré de toutes nos forces. La dalle a bougé, lentement. Quand elle s'est enfin ouverte, un air frais et moisi s'est échappé. « Attention, ça peut être du gaz », ai-je dit. Sur Internet, nous avions lu que l'air pouvait être toxique dans ce genre d'endroit. Nous avons mis nos petits masques et sommes enchés, lampe à la main. La première chose que nous avons vue, c'était des inscriptions sur les murs. Du latin, peut-être du grec, ou une langue encore plus ancienne. Sur les parois, des niches contenaient des restes de bougies fondues. Même les toiles d'araignées semblaient pourries, comme si personne n'était venu depuis des siècles. « On est les premiers à entrer ici », a chuchoté Marcel, la voix tremblante. En avançant, nous sommes arrivés dans une salle. Il y avait des statues en pierre, des figures tenant des croix, des soldats casqués, peut-être un saint. Elles étaient recouvertes de poussière, mais incroyablement bien conservées. « Ça vaut un musée », ai-je dit, stupéfait. Mais le vrai choc était au centre de la salle. Des jarres en terre cuite, 10 en tout, décorées des mêmes symboles que les murs. Marcel a essuyé la poussière d'une jarre et l'a éclairée. Des pièces d'or, brillantes, rondes, avec des visages d'empereurs byzantins. « C'est un trésor », ai-je murmuré, le souffle coupé. Nous avons vidé une jarre avec précaution. Les pièces se sont répandues au sol,
leur tintement résonnant dans la salle. Nous étions abasourdis. Nous n'avions que nos sacs bananes. Nous avons commencé à les remplir de pièces. Chaque jarre en contenait des centaines, mais nous ne pouvions pas tout prendre. « Il en reste 7, a dit Marcel. On reviendra. » Avant de refermer la dalle, j'ai jeté un dernier regard à la salle. J'ai eu l'impression que quelque chose nous observait, mais j'ai mis ça sur le compte de la fatigue. En remontant, Lucien nous attendait. « Alors ?» a-t-il demandé. J'ai ouvert mon sac et montré les pièces. Les yeux de Lucien se sont écarquillés. « Vous déconnez pas, c'est vrai ? Nous sommes allés dans la cave de la maison de Marcel, à Montmartre. Un ancien cellier à vin presque vide. Nous avons compté les pièces. 88 dans mon sac, 121 dans celui de Marcel. Comment on va vendre ça ? A demandé Lucien, inquiet. On va se renseigner d'abord, ai-je répondu. Nous avons pris des photos des pièces et fait des recherches sur Internet. Les résultats indiquaient qu'il s'agissait de pièces byzantines inestimables. C'est une tombe, celle de quelqu'un d'important, a dit Marcel. Mais il y avait un problème. Vendre autant d'or était illégal. Il faut prévenir le ministère de la Culture, ai-je proposé. Mais on garde quelques pièces, on les partage en 3. Nous sommes tombés d'accord. Le lendemain, nous avons appelé le ministère de la Culture et du Tourisme. On a trouvé une dalle près de la Seine, avec des inscriptions anciennes, avons-nous dit. On n'est pas entré, on a eu peur. Les autorités sont venues le lendemain. Nous leur avons montré l'endroit. Mais la dalle avait disparu. Ni dalle, ni inscription, ni tunnel. Juste des rochers couverts de mousse. L'officiel a froncé les sourcils. C'est bizarre, il n'y a pas de telle structure assis normalement. Vous êtes sûr ? Nous étions tous les 3 abasourdis. On est sûr, ai-je insisté. Vous voyez ce graffiti ? On traîne toujours ici. L'officiel, peu convaincu, a conclu « Vous avez peut-être confondu » et il est parti. Nous nous sommes regardés. « Où est la dalle ?» a demandé Lucien. Marcel, à moitié sérieux, a lancé « Peut-être qu'elle s'ouvre seulement la nuit, un truc mystique. » Cette nuit-là, nous sommes retournés vérifier. Rien. Ni dalle, ni tunnel. Pendant une semaine, nous sommes revenus chaque soir. Toujours rien. En rentrant, j'ai trouvé ma mère dans le salon, une tasse de café à la main. Elle me regardait bizarrement. « Maman, pourquoi t'es debout ?» ai-je demandé. Elle n'a pas répondu. Elle continuait de me fixer. « Ok, j'ai compris. Je t'ai énervé. » ai-je dit en riant. « Je vais te chercher un dessert. On fait la paix. » J'ai pris une assiette de tarte tatin dans la cuisine, pensant la poser près de son café. Mais en revenant dans le salon, il n'y avait personne. Ni ma mère, ni le café. Comme s'il s'était volatilisé. « Maman ?» ai-je appelé. Une voix venue de la cuisine. Ma mère, les yeux ensommeillés, sortait de sa chambre. « Étienne, qu'est-ce que tu fais à cette heure-ci » a-t-elle dit en m'enlaçant. « Maman, tu buvais pas un café » ai-je balbutié, choqué. « Quel café, mon chéri ? Je vais au boulot demain matin, tu sais bien. » J'étais complètement perdu. Je suis allé dans ma chambre, j'ai verrouillé la porte. J'ai vérifié le tiroir où j'avais caché les pièces. Elles étaient ainsi là brillantes. Je me suis allongé, mais mon téléphone a sonné. C'était Lucien. « Étienne, mes pièces ont disparu !» a-t-il crié, paniqué. « Comment ça, disparu ? Je sais pas, elles sont plus là. Peut-être que ma mère les a prises. » Pendant qu'on parlait, Marcel m'a appelé. J'ai raccroché pour le rappeler. « Tienne, mes pièces ont disparu aussi !» a-t-il dit, terrifié.
Mes parents ne sont même pas à la maison. J'ai couru vérifier mon tiroir. Les pièces que j'avais vues 5 minutes plus tôt. Envolées. Le lendemain, nous nous sommes retrouvés. Nous étions tous les trois à bout. « Qu'est-ce qu'on fait ?» a demandé Lucien. « On se calme », ai-je répondu. « On dirait qu'on n'a jamais eu d'or. On continue nos vies. » Mais Lucien s'est énervé. « Comment t'es aussi détendu ? C'est toi qui les as prises ?» a-t-il dit en m'attrapant par le col. Marcel s'est interposé. « Arrête de délirer. On a tous perdu nos pièces. On fait comme si rien ne s'était passé. D'accord ? » En rentrant, j'avais un mauvais pressentiment. Comme si je n'étais pas seul chez moi. J'ai appelé ma mère, juste pour entendre sa voix. « Mon chéri, ça va ?» a-t-elle dit, inquiète. « Tu agis bizarrement ces derniers jours. Maman, on sort dîner ce soir ?» ai-je proposé. Nous sommes allés dans une brasserie que j'aime. Pendant le repas, ma mère m'a regardé. « Tu vas me raconter ?» a-t-elle dit. On voit bien qu'il y a quelque chose. J'ai pris une grande inspiration. Maman, on a trouvé un endroit, un tunnel, peut-être une tombe. On a pris des pièces d'or, mais elles ont disparu. Je lui ai tout raconté, même les choses étranges que j'avais vues à la maison. Elle a froncé les sourcils. Mon chéri, ces endroits sont maudits. Dans les vieilles histoires, on dit que ceux qui touchent un trésor sont poursuivis par quelque chose. Ce n'est pas normal. Rentrante, j'ai appelé Marcel et Lucien, mais aucun n'a répondu. Leur téléphone sonnait dans le vide. Ma mère m'a demandé « Où avais-tu mis les pièces ?» Je lui ai montré le tiroir. « Regarde encore » a-t-elle dit. Je l'ai ouvert. Vide. En le refermant, il a semblé bouger tout seul. Ma mère l'a vu aussi. « Qu'est-ce qu'il y avait d'autre là-dedans ?» a-t-elle demandé. « Rien » ai-je répondu. Nous l'avons rouvert. À l'intérieur, un serpent noir enroulé autour d'un morceau de papier. J'ai crié et reculé. Ma mère, terrifiée, a balbutié. « C'est quoi ça, Étienne ? Maman, je l'ai pas mis là. Tu as vu, c'était vide. » Ma mère a attrapé une vieille batte de cricket accrochée au mur. « Ferme le tiroir !» a-t-elle ordonné. Je l'ai fermé et verrouillé. Nous avons décidé de jeter la boîte, mais d'abord, nous avons rempli la baignoire d'eau. « S'il y a un serpent, on le mettra dedans », ai-je dit. En ouvrant la boîte, rien. Juste quelques vieilles billes sont tombées. Ma mère et moi nous sommes regardés. Ce n'était pas normal. Ma mère a pris son téléphone et a appelé une collègue, Madame Dubois, une femme sage qui connaissait les vieilles histoires. « Je te dérange, mais j'ai besoin de tes conseils », a-t-elle dit. Elle lui a expliqué la situation. Madame Dubois a répondu « J'arrive tout de suite ». Elle était à Montmartre en une demi-heure. Madame Dubois a écouté notre récit. « Si vous touchez à de tels endroits, les vieilles malédictions vous suivent », a-t-elle dit. « Nettoyez votre maison, protégez-vous, pensez positif, ne cédez pas à la peur. » Elle nous a raconté des histoires folkloriques françaises, des récits de gens qui avaient trouvé des trésors et qui étaient poursuivis par des ombres. « N'ayez pas peur, mais soyez prudents », a-t-elle conclu. Ma mère lui a préparé la chambre d'amis. En allant dans ma chambre, je me sentais un peu plus léger, mais une ombre pesait encore sur moi. À 4 heures du matin, mon téléphone a sonné. C'était Marcel. « Étienne, je vais mal », a-t-il dit, au bord des larmes. « Je vois des choses bizarres, des inscriptions sur les murs, des bruits de pièces. Je t'ai vu dans la tombe, ta main sortait, tu demandais de l'aide. J'ai attrapé ta main, mais ça m'a tiré aussi. J'ai vu des choses similaires, ai-je dit, tremblant.
Je lui ai répété les conseils de Madame Dubois. Ne panique pas, reste calme, garde ta maison propre. Ok, a-t-il dit avant de raccrocher. Le matin, ma mère et Madame Dubois sont sorties après le petit déjeuner. Pour me calmer, j'ai marché dans les ruelles de Montmartre. Enfant, je me promenais ici avec mon père. Après son départ, j'avais évité ces rues. Peut-être que je me suis trouvé des excuses, ai-je pensé. Cette ville est la mienne. Pourquoi m'en suis-je éloigné? Je me suis assis, j'ai réfléchi. Je me suis senti mieux. Dehors, mon téléphone a sonné. Marcel. Faut qu'on parle, a-t-il dit. Nous nous sommes retrouvés et avons marché vers la Seine. T'as parlé à Lucien? Ai-je demandé. Non, il répond pas. Mais je pars d'ici, a-t-il annoncé. Comment ça? J'ai tout raconté à ma famille. Je vais au village, chez ma tante. Je mets mes études en pause. Là-bas, il y a une femme sage. Elle pourra m'aider. Ok, donne des nouvelles, ai-je répondu. Soudain, Marcel s'est arrêté. J'ai entendu un truc sur Lucien, a-t-il dit. Il aurait perdu la tête. Mon oncle a parlé avec son père. Il n'est plus lui-même. J'étais sous le choc. T'es sérieux? Ne dis rien à personne, mais c'est ce qu'on raconte. En rentrant, tout semblait calme à la maison, mais mon malaise persistait. Le soir, ma mère est revenue. Le dîner est prêt, a-t-elle dit. Alors qu'on mangeait, on a sonné à la porte. Ma mère a ouvert. C'était Lucien, furieux, débraillé. « Pourquoi t'as fait ça, Étienne? T'as volé mes pièces !» criait-il. Les voisins ont commencé à sortir. Les parents de Lucien sont entrés. « Calme-toi, mon fils, » disait-il. Mais Lucien n'écoutait pas. « Il a volé mes pièces. J'allais être riche. » Ma mère a compris. « Ok, calme-toi, » a-t-elle dit. « Combien de pièces a-t-il prises? Dis-le, je m'en occupe. » La mère de Lucien, gênée, a murmuré. « On est au courant, ne vous inquiétez pas. » Ils ont fait asseoir Lucien, mais il semblait ailleurs, fixant le vide, marmonnant. Cette nuit-là, dans ma chambre, j'ai senti l'obscurité en moi se dissiper lentement. Mais l'état de Lucien, la peur de Marcel, les pièces disparues, tout semblait lié à une malédiction. Peut-être qu'on n'aurait jamais dû ouvrir cette dalle.